et réglo dans les affaires. Et cette phrase, elle ouvre le livre. Et je me suis dit, est-ce que c'est là pour nous dire clairement que ce que je vais vous raconter, c'est la vérité, même si je suis un dealer, même si j'ai fait 18 ans de prison, ce que je vais vous dire là, c'est vrai, j'en ai les preuves. Ah oui, absolument, j'en ai les preuves. Et les procès-verbaux. La meilleure preuve, c'est que personne ne m'attaque en diffamation. Ça fait presque 3 mois et personne n'a bougé. Personne n'a porté plainte. Personne n'a porté plainte. Personne que vous accusez, encore vivantes, bien évidemment. Oui, bien sûr, mais même les morts, ils ont des familles quand même. Même Johnny Hallyday, il a quand même des anciennes femmes qui pourraient dire attention, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Ou ses enfants même, bon, ils ont été peut-être déshérités, mais ils vont quand même toucher un peu. Et puis c'est pas, je veux dire, si ce sont de bons enfants, ils pourraient essayer de blanchir la mémoire de leur père, mais ils le font pas parce qu'ils savent très bien que j'ai raison et que j'ai des preuves. Alors, vous n'êtes pas un saint. Hein, vous n'êtes pas un saint. Par exemple, vous relatez dans votre jeunesse, vous êtes à Casablanca, vous êtes né d'un père gaulois, vous dites, et d'une mère berbère. Voilà. Vous dites, à 6 ans, j'avançais vers le chemin de la criminalité. À 6 ans, en vérité, rien ne m'arrêtait. Et là, en fait, effectivement, rien ne vous arrête. Voleur, détrousseur de cadavres. Oui, quand j'avais 5 ans, oui, bah, j'étais un peu excité par ça. Ça m'amusait. Il y avait un cimetière en face de nous. On avait une très grande villa et en face, on traversait une petite rivière et en face, il y avait un cimetière arabe où il y avait... Alors, je surveillais avec mes petits copains des Arabes. J'avais une petite bande, des Berbères, des Arabes. Je surveillais et quand je voyais qu'on emmenait un riche là-bas, ben, la nuit, on allait un peu déterrer, voir ce qu'il y avait à prendre, mais c'était pas par besoin d'argent, c'était peut-être... Je sais pas, c'est inexplicable. Oui, mais on a, en vous lisant, l'impression que votre destin, c'était d'être un criminel. Vous dites, moi j'étais méchant, bagarreur, belliqueux, teigneux. C'est ça. Donc vous avez toujours pensé que vous feriez que ça, quoi. Voyou, vous seriez voyou. Ah oui, oui, mais j'ai pensé parce que... Vos parents le pensent d'ailleurs aussi. Ah ben mes parents, mon père, il en était persuadé. Il m'a dit, toi tu finiras, t'es du gibier de prison. Il m'a dit, tu finiras en prison. Ben il s'est pas trompé. Et ma mère, elle me dit, toi t'es mon fils, voilà. Et elle faisait semblant de me punir, mais enfin, par derrière, elle me félicitait. Voilà, elle me disait, t'es bien, t'es mon fils, toi, t'as mes gènes et tout. Donc je savais que de par les gènes de ma mère, j'allais mal finir, parce que c'était pas des cadeaux, hein, les Touaregs, la tribu de ma mère, c'était pas des cadeaux du tout. On les appelait les pirates du désert. Ils ont défait l'armée française pendant 30 années, hein, c'était pas des petits rigolos. Ils se cachaient dans le désert et tout, mais... Ils ouvraient les intestins des commerçants, des caravaniers, sans coup ferré, je veux dire sans hésiter une seconde. Voilà. Et donc, ben moi, heureusement ou malheureusement, j'ai hérité des gènes de ma mère. Mais donc, comme je suis un peu du signe de la Vierge, j'ai une espèce de double personnalité. Il y a la Vierge folle et la Vierge calme. Maintenant, j'en suis arrivé à la Vierge calme. Donc ça, c'est le côté gaulois qui réapparaît. Ah, par contre, la Vierge folle... Écoutez, elle a duré longtemps. Ah oui, quand même. Voir des gens, pistolets pointés sur la tête, peuvent vous offrir leur argent et leurs bijoux, quelle jouissance. Ah, c'est vrai. Alors là, vous êtes vraiment jamais dans la repentance et dans le regret. Alors ça, ça vous traverse pas. Ah non, moi, je connaissais. J'étais un être immoral et amoral. Voilà. Je ne connaissais pas les lois, et quand il y en avait, ben, je faisais semblant de les ignorer. Et non, moi, je n'avais pas pitié de ces gens-là, je ne leur tirais pas dessus. Bon, après, les banques étaient remboursées, les assurances, les bijoutiers aussi et tout. Bon, je leur faisais une petite frayeur. Mais je veux dire, cette frayeur, ils devaient s'y attendre. Quand on est guichetier dans une banque à l'époque où il y avait de l'argent liquide, les gens ils savaient bien qu'un jour ou l'autre, ils seraient attaqués. Donc voilà... ça m'amusait. Voilà, j'étais un sadique, on va dire. Votre métier, ça a été de trafiquant de drogue. Vous le dites vous-même, un métier dangereux. Et vous allez devenir le fournisseur des stars. Alors là, vous citez toute une série de personnes. J'ai noté Yves Mourouzi, Jean-Luc Delarue, Annie Girardot, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, j'en ai passé un paquet. Alors, pourquoi faire le choix de citer vos clients? Il n'y a pas une confidentialité dans votre métier? La loyauté, ça passe pas par la confidentialité? Non, il n'y a pas une règle de confidentialité. Être réglo, c'est peut-être ne pas donner le nom des gens? Vous dites, je suis réglo. Alors, certains, bon, on va dire Johnny Hallyday, Chirac, c'est par vengeance. C'est par vengeance. Ces gens-là m'ont fait beaucoup de mal. Chirac en particulier. Chirac est un homme très méchant. Quand on m'a arrêté, mes 2 lieutenants, on parlait de lui, d'accord. Mais il avait qu'à s'en prendre à mes 2 lieutenants. Moi, je n'ai pas dit un mot sur lui. La juge d'instruction m'a même dit, attention à ce que vous dites, vous avez travaillé avec le SAC, vous savez très bien ce que vous risquez si vous parlez. Je dis, mais je le sais, mais même...
j'ai pas de raison de balancer Chirac. Voilà, mais mes coéquipiers l'ont fait, bon, ça les regarde. Maintenant, ils se débrouillent. Bon, ils se sont pris des coups. Hein. Il y en a un, on lui a cassé les genoux. L'autre, c'est la tête. Bon, bref. Je vois pas, j'ai jamais compris pourquoi Chirac s'est acharné. Alors, peut-être que c'était pour se rehausser, parce qu'on parlait tellement de lui à cette époque, de la cocaïne et tout, pour dire aux gens, attendez, voilà, moi je suis le pire ennemi de la drogue, je vais faire la guerre aux trafiquants de drogue. Il disait ça, il n'arrêtait pas, c'était son, comment dirais-je, son logo presque, c'était son leitmotiv, voilà. Et il a doublé les peines aussitôt. Après, il a demandé au procureur de me donner la peine maximale, d'accord, qui était... parce qu'il n'y avait pas de rétroactivité. Disons qu'en 88, quand il est devenu Premier ministre, il a doublé les peines. Donc il est passé de 10 ans à 20. Pour montrer, vous voyez, moi je suis le pire ennemi. Mais fais ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que c'était le meilleur ami de la cocaïne, hein, lui. Ah, on va reparler de Chirac, on va reparler de cette année 86, qui est une année de basculement pour vous. On va reparler de cela. Je reste sur ces vedettes du showbiz. Est-ce que, finalement, vous en parlez parce qu'ils sont morts? La plupart du temps, ils sont tous écoutez, j'en parle. Ceux qui sont vivants, ils ne sont pas cités. Mais non, mais peu importe qu'ils sont morts ou qu'ils sont vivants, je veux dire, ça va pas trop les gêner, là où ils sont, que je parle d'eux. Oui, mais ils ne peuvent plus porter plainte, ça vous gêne moins, quand même. Pardon? Mais ils ne peuvent plus porter plainte, donc ça ne vous gêne moins. Oh non, non, ils n'auraient jamais porté plainte. S'ils étaient de leur vivant, mais jamais. Qui? Yves Mourouzi? Qui? Annie Girardot? Mais non, j'ai voulu montrer, quelque part, on va dire que c'est ma rédemption, j'ai voulu montrer ce qu'on devient quand on prend de la cocaïne. On est une grande star et tout d'un coup on devient une merde. Voilà. C'était le cas d'Annie Girardot, Jeanne Moreau. La déchéance, voilà. J'ai voulu parler de la déchéance. C'est gentil. C'est pas méchant ce que j'ai dit. J'ai parlé d'eux comme Françoise Sagan. Pour dire, voilà ce qu'on devient quand on prend de la coke. Vous vous souvenez comment elle parlait? C'était n'importe quoi. Alors que c'était une grande écrivain. D'accord, on est d'accord là-dessus. Donc c'est pas méchant ce que j'ai fait. Par contre, Johnny, en même temps, Johnny, je dis pas que j'ai voulu lui rendre service, mais quand même, j'ai fait savoir au peuple français, une chose qui est vraie, c'est qu'il était racketté. D'accord? Et donc, c'est ce qui l'empêchait de payer ses impôts. On disait toujours, ouais, mais Johnny, il gagnait des centaines de millions d'euros, lui. Il faisait un concert, il avait des millions d'euros qui tombaient. On est d'accord? Bon. Comment se fait-il qu'il ne pouvait pas payer ses impôts? Mais parce que ça, quand vous parlez de Johnny Hallyday, bon, vous apprenez qu'il était drogué, cocaïnomane. Bon, ça. Ben, j'apprenais, je le vendais. Bon, honnêtement, c'était quand même pas un grand secret pour les Non, pour les il Français, le disait lui-même. Il a fait un pacte avec le diable. Voilà. Il l'a dit. Mais par contre, la novation de ce que vous apportez, c'est que vous dites, ben, oui, ce qui est le plus marquant, c'est que le chanteur, il a toujours vécu sous la protection, entre guillemets, hein, de racketteurs de la mafia, oui, bien sûr. Et encore jusqu'à sa mort. Hein. Je ne veux pas citer le nom du nouveau racketteur, il est très connu, mais voilà, il y en a qui ont pris la relève. Il y en a qui ont pris la relève. Quand Gaëtan Zampa est mort, il y a une guerre entre Francis le Belge et Gaëtan Zampa à cause de Johnny, parce que Francis le Belge protégeait Johnny, il dit il est belge comme moi et puis c'est mon chanteur préféré, tu le lâches. Zampa, il lui dit j'ai pas d'ordre à recevoir de toi, moi c'est un citron, je le presserai jusqu'à la dernière goutte. Voilà ce qui s'est passé. Bon, Zampa est mort et il y en a d'autres qui sont précipités pour prendre la relève. Évidemment, peut-être des gens de l'équipe de Zampa, comme son demi-frère, ou je sais pas. Mais bon, voilà, ça c'est... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sous la protection, racketté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment on vit, comment Johnny vit cela? C'est-à-dire qu'il est sous la menace physique? Il le vit très mal. Il le vit très mal parce que en même temps, Johnny, il était le prête-nom de beaucoup de bandits. Hein. C'était le prête-nom. Il était obligé d'ouvrir des restos, des bars, des ci, de là, pour blanchir l'argent de la pègre française. C'est aussi simple que ça. Il a été votre client? Johnny, oui, bien sûr. Et il vous a trahi parce que vous êtes vengé? Ah bah il m'a trahi, bien sûr. Mais il m'a pas trahi sur la cocaïne. Il m'a trahi sur mon hôtel de... Alors, je trouve pas le terme parce que c'était un after. C'était pas un hôtel de passe puisque je ne fournissais pas les prostituées. C'était un after où les gens venaient 3, 4, 5 heures, 6 heures du matin après les boîtes. Ils venaient chez moi à Versailles. J'avais une immense maison. D'ailleurs, les journalistes en parlent, hein, parce que ceux qui connaissent mon affaire, ils en parlent. Et une maison très confortable. Je fournissais des chambres. À l'entrée, je fournissais la cocaïne, des grosses pierres. Je pesais. Je mettais Johnny, il a pris une pierre de 50 grammes. À la sortie, je pesais. La différence, il a payé.
Voilà, alors j'ai eu du monde, hein, des Claude Brasseur, on va pas recommencer. J'en ai eu du monde, je peux vous dire, même des députés. Ça, c'est allé très loin, cette histoire. Mais, curieusement, les policiers n'étaient pas au courant. Qu'ils disent. Peut-être qu'ils étaient au courant et qu'ils ne voulaient pas faire une rafle là-bas parce qu'ils auraient été surpris. Hein. Il y avait du beau monde. Et ça, c'est aussi un élément du bouquin. C'est le milieu du showbiz, bon, je parlais de Johnny Hallyday, mais on passe aussi très rapidement à un autre milieu dont on pourrait penser qu'il est exclu du monde du showbiz, c'est le monde politique. Et là, on s'aperçoit que les mœurs, finalement, sont un peu les mêmes. Et alors, le premier qui apparaît, personnalité qui apparaît dans le bouquin, là aussi, tout le monde a des doutes, mais alors là, il n'y en a plus, c'est Charles Pasqua, à travers le SAC, dont vous avez été membre. Oui. Vous avez fait les bases œuvres. Oui, évidemment. Sinon, on n'est pas membre. Vous avez tué. Écoutez, si ça m'est arrivé de tuer, c'était en légitime défense, on va dire. Allez. Non, disons que quand il y avait des mecs à exécuter, moi j'étais dans la logistique, je conduisais. C'est plus ça, c'est plus. D'accord. Je conduisais, on allait à l'adresse et puis voilà. Et là, on voit quand même le lien qui s'installe à travers vous, mais entre la politique et le grand banditisme. Et là, vous évoquez même une rencontre. Alors, c'est peut-être la première rencontre, d'ailleurs, avec Charles Pasqua. Et là, vous discutez de la couleur de la cocaïne. Exactement. Et il était très intéressé. Pourquoi? Peut-être pour dire aux flics, attention, si vous trouvez des produits rouges, verts ou bleus, ou ça pourrait être de la cocaïne. Mais il m'avait l'air très, très intéressé. Hein. J'ai été surpris parce que, en fait... il n'a jamais été trop intéressé par la drogue, en tout cas par la cocaïne. Le cannabis l'intéressait beaucoup. On parle bien du ministre de l'Intérieur. On parle bien de celui qui va devenir ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr, Charles Pasqua, bien sûr. Et là, il vous parle aussi de comment faire des casses pour subventionner le SAC. Ah ben ça, c'est lui qui nous disait d'aller là ou tel endroit. Il ne nous disait pas comment faire des casses. On savait comment faire. Vous savez, on en a fait... Bon, il y en a deux qui ont été ratés. Hein. C'est celui de Nice, là, avec... comment il est... Le cas de Nice, il a été un peu raté, je ne sais pas pourquoi, mais il y a le cas d'Amsterdam, lui, hyper raté, je ne sais pas encore, parce que c'était un truc que les Français, alors il y avait, on va dire, parce qu'à cette époque, Pasqua n'était pas encore dans le gouvernement, mais peut-être qu'il en faisait un peu trop pour la police française. Et bon, la police française nous attendait dehors avec la police hollandaise. Et le plus beau, c'est que moi, je les avais vus avant de faire le casse. Je les avais vus. J'étais avec mes deux amis, des voyous, qui sont d'ailleurs morts, et comme par hasard. Et eux, ils ont été arrêtés après. C'est-à-dire, les flics français sont venus les prendre. Moi, j'étais résident en Hollande, donc les flics français n'ont rien pu faire. Mes deux amis, il y avait Jeannot Le Gall, il est mort, hein, et l'autre, Grégory, je sais pas. Et ils ont été arrêtés en Hollande, on les a transportés en France, ils ont pris 6 ans, et Jeannot Le Gall, il a pris 20 ans, etc. Donc, c'est pour dire que, d'un côté, on avait Pasqua, qui quand même avait la main sur les polices en général, et puis tout d'un coup, nous, on y va en toute confiance, on a les clés. On a le neutralisateur du système, on a tout. Il suffit de rentrer, de prendre l'argent, de s'en aller. C'est ce qu'on a fait. On sort un dimanche soir et tout le monde nous attendait. Il y avait des hélicoptères, il y avait au moins 300 personnes dehors, des flics de partout, de tout. J'ai rien compris. Mais moi, j'ai pas fait un jour de prison en Hollande. Parce que c'est des gens compréhensifs. Ils ont rigolé. Les Hollandais, ils étaient morts de rire. Hein? Parce que, je vais dire, le directeur de la banque nous a donné les clés. Il était racketté par une Française des renseignements français. Hein, ils ont ça, Pasqua, il avait ça. En Espagne, en Hollande, que je sache. Après, les autres pays, je ne sais pas. Mais en Espagne aussi, il était bien informé, Pasqua. Et surtout en Espagne, parce que comme il rendait des services aux Espagnols, vis-à-vis des Basques, les Espagnols lui renvoyaient l'ascenseur, c'est logique. Et donc, le cas de Madrid, le braquage d'une bijouterie à Madrid, il s'est bien passé, mais encore une fois de plus, on s'est fait arrêter. Bon, après, je suis vite sorti, mais on s'est fait arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y avait, à cette époque, c'était quand même une époque un peu trouble. C'était l'après-franquisme, on va dire, mais en même temps, il y avait encore des policiers franquistes dans la police.
et les nouveaux policiers socialistes qui se combattaient. Donc d'un côté, les policiers franquistes, ils étaient pro-Pasqua, d'accord? Ils rendaient tous les services possibles à Pasqua, parce que moi, j'ai pas participé, mais je sais que en Espagne, certains Français ont été descendus par le sac aussi, hein. Des mecs qui gênaient Pasqua. Hein, il y avait un grand Jacques, il y avait un... Comment il s'appelait celui-là, les yeux bleus, là, Yann les yeux bleus, et d'autres mecs comme ça qui se sont fait descendre par le sac. Moi, on m'avait demandé, j'ai dit non, c'est des amis, je touche pas. Je rentre pas dans cette histoire. C'est-à-dire que le sac, il était un peu partout, hein, pas seulement en France, mais en Espagne, il était bien installé. Hein. Alors l'autre personnalité, on en a parlé, qui est abondamment citée dans votre ouvrage, c'est l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Là, vous affirmez que c'est un de vos clients. Lui et son homonyme Jacques Barrot, Jacques Barrot, ben c'est Jacques Barrot qui me prenait la cocaïne pour Jacques Chirac. Moi, personnellement, j'ai jamais donné vraiment de cocaïne, des 100 grammes. Il m'est arrivé de lui donner un petit paquet au Racing Club de France, quand je joue au backgammon avec lui. Il me disait, t'as quelque chose sur toi? Je dis, tiens, vas-y, je donne un paquet. Et voilà, ça c'est... Mais après, celui qui me prenait les grosses quantités, celui qui organisait tout, avec les prostituées que j'emmenais d'Allemagne, de Hollande, de partout, c'était Jacques Barrot. Et là, c'est quand même une accusation très grave. Mais c'est très la grave vérité. de porter sur ces deux personnalités. Et c'est la vérité, on ne peut pas dire la vérité sur les hommes. Pourquoi? C'est des dieux ou quoi? C'est des hommes comme moi, comme vous. Ils ont été ministres, ils ont été présidents, et alors? La belle histoire. Ça les autorise à faire des saloperies. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Parce que sinon vous serez poursuivi. Est-ce que vous avez été poursuivi? Vous n'êtes non, pas je n'ai la pas famille été Chirac. poursuivi. J'ai des preuves dans mon dossier, oui, bien sûr. Bien sûr, mais ma juge d'instruction, elle le sait très bien. Pourquoi ma juge d'instruction n'est pas intervenue là pour dire « Ah non, ce monsieur ment ». Pourquoi elle n'est pas venue? Elle a dû entendre parler de moi, ma juge d'instruction. Mais est-ce que Gérard Fauré, vous n'êtes pas là dans un règlement de compte? Assez simple, après tout, le président de la République, Jacques Chirac, est intouchable aujourd'hui. Alors pourquoi pas essayer de le flinguer? Parce que vous dites quand même... Flinguer? Oui, parce que vous dites, j'avais une détestation, je vous cite, de ces politiques qui me traitaient comme un larbin, comme un sous-fifre. Oui, voilà. C'est ça votre vengeance. Voilà. Est-ce que finalement, votre vengeance, c'est pas la suite de l'affaire du Manitol que vous racontez? Je pense que c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Parce que l'affaire du Manitol, en deux mots, pour les téléspectateurs, c'est... Oui, parce que quand même, ça a été quand même une honte pour Chirac. Hein. Quand même, on lui a remis ça sur le dos, la responsabilité, c'est normal. Mais comment tu nous fais venir un type comme ça, il se fout de notre gueule et tout et tout. Il y a eu des répercussions. Hein, c'est quoi l'affaire du Manitol? Pour que ça soit clair dans l'esprit des gens. L'affaire du Manitol, en fait, si vous voulez, j'avais une petite revanche à prendre envers Chirac, d'accord? Il m'avait refilé des chèques. C'est pas lui qui m'a donné les chèques. Jacques Barrot est venu avec 2 chèques, il m'a dit, tiens, je te dois tant. Voilà un chèque de 4 000, voilà un chèque de 12 000. Tac, tac, ok. Quand il l'a dit à Chirac, Chirac a refusé de me payer. D'accord? Donc, on m'a pris pour un con. Barrot, il me dit, ah ben non, moi je te donne les chèques, tu te démerdes. Hein. Et Chirac, il dit, non, non, moi je paye pas. Il voulait pas être mélangé à un trafiquant comme moi, c'est normal, je peux le comprendre. Dans ce cas-là, je perds quoi? Alors, je perds l'argent, on me prend pour qui? Et donc, j'ai attendu l'occasion, la nouvelle commande. En même temps, j'ai obligé, puisque là, on me demande 100 grammes, il me restait plus que 50 grammes. J'allais partir en Hollande, en chercher. Et donc, il me restait 50, je dis, ben écoute, voilà, je vais la couper. Et en même temps, il m'est venu dans l'esprit de dire, tiens, en même temps, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais fournir les 100 qu'on me demande, donc je prends la thune, je me rembourse, et en même temps, je me venge en les ridiculisant, c'est le terme. Et je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie. Hein. J'ai vomi partout. Moi, j'étais du côté du barbecue, il y avait du sable, donc je vomissais dans le sable, mais je vomissais de rire. De voir tous ces grands, en smoking, toutes ces femmes qui avaient des robes de 100 000, 150 000 dessus, qui se chiaient dessus, qui s'en foutaient partout, dans les buissons et tout. Mais attendez, c'est comique, je trouve. Mais je pense que Chirac, il n'a pas vu comme ça, lui. Il n'a pas trop apprécié, je pense. Est-ce que vous ne lui faites pas faire l'affaire du Manitol, puissance 5, puissance 10? En fait, dans la réalité, Gérard Fauré, vous savez bien que Jacques Chirac ne peut pas vous répondre personnellement. Aujourd'hui, on sait que mais quand j'ai écrit le bouquin, il pouvait me répondre. C'est pas de ma faute, c'est les éditeurs qui n'ont pas voulu. Mais est-ce que vous ne poursuivez pas votre vengeance? Est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Ou est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de vous venger, livre à interposer? Ah ben, l'épreuve du Manitol, non, mais je raconte. Au début, je l'ai raconté, j'ai pas cité de nom. Puis après, je dis, allez, vogue la galère, je cite, on verra ce qui se passe.
Mais les preuves, attendez, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver. Mais si je le dis, c'est parce que c'est vrai. Vous allez très loin, vous dites, dans une émission, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est chez Hanouna ou ailleurs, vous dites, c'est un prédateur. Oui, c'est un prédateur, oui, je le dis, mais c'est un homme qui aime les femmes, ça tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais c'est un prédateur de jeunes filles, mais c'est moche. Je veux dire qu'il abuse de son pouvoir, enfin il abusait de son pouvoir en disant aux jeunes filles, oui, si vous couchez avec moi, vous couchez avec la République. Et après, les filles, des fois, elles ne voulaient pas. Elles disaient non, mais attendez, baba. Ils disaient bon, vous aurez la visite d'un contrôleur du fisc ou du travail, etc. Comme ils savaient que ces deux petites nanas du Racing Club de France travaillaient au black, d'accord. Et ils leur disaient bien, attention, si vous ne vous laissez pas faire, je vous envoie des contrôleurs. Est-ce que c'est beau ça? Vous trouvez que c'est beau? C'est pas une façon. D'autant plus que Chirac, c'est un bel homme. Je veux dire, il n'avait pas besoin de... Mais comme il voulait les sauter comme des à la lapin, on va dire, du vite fait, bien fait. J'abuse. Du vite fait. C'est Monsieur 3 minutes, tout le monde le sait. Le temps de se déshabiller, de sortir son truc, et puis voilà, c'était ça. Les filles, ça leur plaît pas. Ça les descend, je veux dire, ça les... Comment dirais-je? Ça les humilie, bien sûr. Mais lui, il s'en foutait d'humilier les gens. Alors, vous croyez que moi, aujourd'hui, je vais faire attention à ne pas humilier les gens? Oui, mais alors, est-ce que je ne peux pas vous dire quand même que là, quand on tape aussi durement sur la chef d'État, on se dit après qu'on regarde tous les autres à l'aune de ce que vous dites. Et on se dit, mais c'est sûr. Alors, dès qu'un président de la République est dynamique, il est cocaïnomane, quoi. Oui, ça, il n'y a pas photo. Sûr. Écoutez, il n'y a pas photo. Vous savez, moi, j'observe les gens et je sais très bien ce que c'est qu'un cocaïnomane. Après, je peux me permettre de dire, je pense que certains présidents, comme Sarkozy ou même Macron... Vous n'avez aucune preuve, donc... Non, j'ai pas de preuve, j'affirme rien. J'ai dit, j'ai le droit de penser. Mais vous pensez quoi? Est-ce qu'on va me faire un procès si je dis ce que je pense? Je ne peux pas vous l'assurer que ce soit non. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire que ces présidents-là peuvent avoir tombé dans les mêmes drogues? Pour parler de notre président actuel, je trouve que il a des mimiques un peu douteuses. Le fait de toujours se gratouiller le nez. Vous savez, en Hollande, quand j'allais dans les discothèques, quand je suis arrivé en Hollande en 72, je voyais les gens sortir des toilettes, ils faisaient comme ça. C'était le signe, cabalistique, on va dire, du trafic, du consommateur. Et voilà. Mais c'est pas grave, puisque vous dites dans votre bouquin que la cocaïne, c'est moins grave que le tabac ou l'alcool. On est d'accord. Vous êtes ravis. On est d'accord. Mais je veux dire aussi qu'il n'y a pas que ces signes-là. Il y a les yeux, le regard. J'ai trouvé que... Moi, j'ai trouvé personnellement, après j'affirme que Macron, il avait un drôle de regard ces derniers temps. Et puis son comportement. Hautain et tout. Moi, je dis, ça laisse présager, voilà. Quand je vous dis ça, quand même... choses qui vont pas là. Quand je vous dis cette phrase, la cocaïne, c'est moins grave que l'alcool et le tabac. Vous voyez ce que ça veut dire si un jeune qui écoute ça, honnêtement, Gérard Fauré, je veux dire... C'est quand même une lourde responsabilité. C'est même peut-être la plus lourde du bouquin, parce que les gens peuvent se défendre. Oui, je suis d'accord avec vous. Ceux qui prennent la cocaïne, est-ce qu'ils ont la capacité d'arrêter comme vous l'avez fait? Je parle... Non, mais la capacité, on peut l'avoir, c'est une question de volonté. Je parlais au niveau physique. C'est clair que l'alcool et la cigarette, ça fait 160 000 morts par année. La cocaïne, elle fait des morts, mais pas tant que ça. Parce que c'est pas le même prix qu'une cigarette. Par contre, la cocaïne, là où le bas blesse, là où elle est méchante, c'est au niveau social. Un mec qui prend de la cocaïne, il perd tout. Sa famille, ses amis, son argent, peut-être sa santé aussi. Il y a des gens... qui prenait aussi, il faut savoir aussi comment on la prend. Il y a plusieurs façons de la prendre, la cocaïne. Et comme j'ai dit une fois, la cocaïne, c'est comme l'uranium. L'uranium, on peut fabriquer de l'électricité pacifique, mais on peut faire des bombes atomiques. La cocaïne, c'est pareil. Alors, ça dépend. Il y a des gens qui sont un peu foufous, comme Jean-Luc Delarue, qui prenait la cocaïne à la Sarbacane, c'est-à-dire qu'il se faisait souffler de la cocaïne dans la gorge, pur, ça lui descendait dans l'œsophage et dans l'estomac. Moi, je pense que c'est ça qui lui a donné son cancer de l'estomac et de l'œsophage. Et ça me fait penser à un autre monsieur qui est très connu, qui a ce genre de maladie et que probablement il devait prendre la cocaïne de cette manière. Parce que prendre de la cocaïne, il en prenait... Bon, je pense que suivez mon regard, c'est un homme que j'aime beaucoup et j'ai pas envie de parler trop de lui, mais s'il m'entend, qu'il réfléchisse.
Maintenant, je vous dis, il y a plusieurs façons de prendre la cocaïne. Et si vous voulez les côtés, parce qu'il y en a plusieurs, dangereux de la cocaïne, très dangereux, c'est, je l'ai dit déjà, c'est au niveau social, mais parce qu'un homme peut devenir homosexuel à force de prendre de la cocaïne. Moi, j'en ai connu un paquet. Et pas des petits bonhommes, hein, des voyous et tout, d'envergure, qui sont devenus homosexuels sous cocaïne. Je précise. Quand ils ne prennent pas de cocaïne, ils sont normaux. Mais quand ils prennent de la cocaïne, ils deviennent homosexuels. Ils ont des envies, ils ont des... Voilà. Et ça c'est un danger. C'est déstabilisant pour un homme. Quand on s'est rencontrés, juste avant cet entretien, vous m'avez dit, pour les puissants, on va dire président de la République seulement, pour les puissants, il faudrait demander un contrôle. Absolument. Alors, je dis quand même qu'on est la troisième puissance nucléaire du monde. Avoir un président cocaïnomane, c'est quand même dangereux. Parce que le président est forcément imprévisible. Quand on prend... Alors, la cocaïne, ça crée un dédoublement de la personnalité. Quand on s'appelle Chirac et qu'on prend de la cocaïne, on n'est plus Chirac. On est quelqu'un d'autre. Et pas forcément quelqu'un de bien. Et donc, le mec qui peut appuyer sur le bouton nucléaire ou alors ordonner une guerre, vous savez qu'un président, il a quand même pas mal de prérogatives dans ce domaine. Et moi, je trouve... Et puis même, après, le comportement avec le peuple. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les Gilets jaunes. C'est normal, ça, c'est pas normal. Qu'un président dise... Ça, c'est le comportement. Je dis bien, c'est le comportement d'un cocaïnomane. Hein. Après, je peux me tromper. Hein. Macron, j'ai aucune preuve qu'il prend la cocaïne. Ouais, rappelons qu'on n'a aucune preuve. Mais voilà. Donc, je dis, il faut faire attention et on devrait instaurer une loi. Pourquoi on demande aux pilotes d'avion, d'ailleurs les pilotes d'avion, je peux en parler, hein, d'Air France, moi je leur vendais de la cocaïne, hein, et je me disais, si je vois ce pilote dans l'avion, moi je prends pas l'avion, je fais demi-tour. Hein. Ah ouais, non, parce que c'est dangereux. Et ils prenaient de la cocaïne, malgré les contrôles. Donc je dis qu'un président, il faut absolument voter une loi pour l'obliger à se soumettre à des tests réguliers. Bon, on sait que la cocaïne, ça peut rester dans les racines. Les cheveux, on peut la retrouver tous les 5000 ans même. Mais dans l'immédiat, si on fait un contrôle, au bout de 5 jours, il n'y a plus de coke dans le sang. Mais on peut, si vraiment on veut, on peut. Moi, je pense qu'on devrait régulièrement obliger un président de la République, c'est un être humain, il a été élu, mais d'accord, à se faire contrôler, comme un pilote d'avion, comme un conducteur de TGV. Voilà, moi ça me paraît normal, évident. C'est le mec qui dirige notre pays. Il faut quand même prendre des précautions. Alors maintenant, il va falloir demander. Le problème, il est le suivant. C'est que si on demande aux parlementaires de faire ça, ils vont être gênés parce que parmi eux, il y en a un paquet qui prennent la cocaïne, je peux vous le dire. Un paquet. Et en même temps, c'est facile de voir, parmi les parlementaires, de voir qui prend ou qui ne prend pas. Parce qu'il suffit de regarder tous ceux qui dorment pendant les sessions, selon ceux qui ne prennent pas de coke. Mais ceux qui sont bien éveillés et combatifs et tout, ceux-là, ils sont douteux. Mais ce n'est pas eux qui voteront, c'est ça le problème. Ou alors il faudrait un référendum en France dire... Est-ce qu'il y a un monde qui a de l'argent et qui s'exclut de la cocaïne, par exemple? Là, on voit le monde médiatique, le monde sportif, est-ce qu'il est... Non, pas du tout, mais moi, vous voyez bien, j'ai inventé dans mes articles de journaux, qui sont d'ailleurs dans mon livre, vous verrez qu'on a dit que j'ai pourri le monde du sport. Il parlait de Guy Dru, tout ça, voilà. Et bah non, les tennisman et tous ces gens-là, ben, attendez, ils sont comme les présidents, hein. Ils voyagent beaucoup et puis il faut tenir le coup. Donc la cocaïne, c'est l'idéal. Alors pour vous, la fête a pris fin, cette fête pour vous, en juillet 86, par votre arrestation et vos 12 années de prison en France, donc 18 années au total. Vous avez payé votre dû à la société, comme on dit. Quand vous êtes sorti de prison, qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce que vous êtes devenu? J'ai recommencé. Jusqu'en 2004. En 2004, j'ai pris 10 ans de prison. C'est pas pour rien. J'avais le gros trafic international, une fois de plus. Il n'y a pas longtemps. Hein. Maintenant, oui, j'ai arrêté parce que bon, il y a un moment... Pourquoi vous arrêtez? Parce que vous avez... Il faut savoir s'arrêter. Mais il faut dire attention. Moi, il y a un truc que j'aime pas qu'on dise, c'est l'accoutumance. Bon. L'accoutumance à la cocaïne, elle est psychologique, mais elle n'est pas physique. Et le plus dangereux dans les drogues, c'est l'accoutumance physique. Comme par exemple, l'héroïne. Voilà. Ça, c'est méchant.
Parce que c'est très dur de s'en sortir. Mais moi, je connais des tas et des tas de gens, ici, en Espagne, partout, qui prennent de la cocaïne, par exemple, ils prennent de la coke aujourd'hui, après ils arrêtent pendant 1 mois. Quand ils ont un peu d'argent, ils ont envie de faire la fête, ils reprennent. C'est festif. Après, évidemment, il y a les faibles qui tombent dedans, comme moi. Hein. J'ai été un faible parce que j'arrivais à prendre jusqu'à 7 grammes de cocaïne par jour. Ça m'a pourri la vie, ça m'a pourri la santé. En 83, quand la police hollandaise m'a arrêté, je pesais 45 kilos au lieu de 90. J'étais maigrichon, ils se foutaient de ma gueule. Ils me disaient « Ah, c'est toi, Gérard Lefrançais, comme t'es, la déchéance totale ». Et c'est ça qui m'a incité après, quand je suis sorti du brouillard, parce qu'en prison en Hollande, ils ont été très gentils avec moi, les Hollandais, il faut dire, franchement, la classe. Et quand je suis sorti du brouillard, je me dis, putain, mais comment j'ai pu me foutre là-dedans? Là, j'étais dans le crack, là. Voilà, j'avais dévié. Et après, alors, l'accoutumance, ça existe. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. J'ai connu des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais c'est un manque de volonté, c'est tout. C'est beaucoup plus facile, mais 1000 fois plus facile d'arrêter de prendre de la cocaïne que d'arrêter l'alcool ou la cigarette. Mais, néanmoins, c'est une drogue très dangereuse. Je le dis, il faut que les gens le sachent, parce qu'en France, on a l'air de prendre ça à la légère. Moi, ça me désole, parce que la société française, excusez-moi, mais elle part en vrille. Là, tous les jeunes, je les vois, ils sont tous à la cocaïne. Je dis, mais les mecs, arrêtez. En plus, ils ne savent même pas ce qu'ils prennent. On leur donne de la drogue, c'est de la merde. Et ce qu'il y a dans le paquet, moi, je l'ai testé, mais il est une fois. J'ai plein de gens qui viennent faire tester, là, qui venaient. Maintenant, c'est fini, ma porte est fermée, mais avant, ils venaient faire tester leur coke chez moi. Je dis, arrête, jette ça, laisse tomber. Les mecs, les dealers, ils en profitent. Ils leur vendent n'importe quoi. Ils mettent des produits dedans. Moi, je mettais du manicole. Je suis gentil. Ça donnait la chiasse. Ça porte pas trop à conséquence. Mais les autres, ils leur mettent des saloperies. Aujourd'hui, il y a des produits horribles, chimiques, qu'ils mettent avec de la cocaïne en faisant croire que c'est de la cocaïne. Et ça massacre le cerveau. La France, si elle continue comme ça, dans quelques années, ça va être un pays de débiles. Déjà, on n'est pas loin, hein. Il y a beaucoup de débiles dans notre société, mais là, c'est catastrophique, je vous le dis. Je vous le dis, ça va très mal en France. Dernière question, vous l'avez dit, pas de regret, pas de repentance. Pourtant, quand vous regardez tous ceux qui ont été vos camarades, les grands bandits, voyous, les parrains, français, oui. Ils sont tous au cimetière, tous. Oui, mais ils sont pas morts de la cocaïne, hein. Non, mais vous êtes vivant, mais est-ce que c'est suffisant pour vous dire que vous ne regrettez pas ce que vous avez vécu, comme vous dites, quelque part, oui, je suis fier d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Absolument. Mais pourquoi je devrais avoir une repentance vis-à-vis de qui? Quel mal j'ai fait? Vous croyez que j'ai fait du mal à Chirac? Marchand de mort. Mais non, là, ça va pas, ça, marchand de mort, c'est pas vrai, ça. Marchand de mort, non. Marchand de mort, c'est l'héroïne, c'est les extasies, c'est les produits chimiques, c'est le LSD, c'est tout ce que vous voulez. On commence par la cocaïne, on passe pas à autre chose, que je veux dire. Donc, c'est un marchand de mort. Non, on passe pas de la cocaïne, on passe pas à autre chose. Quand on est cocaïnomane, en général, attention. En général, c'est les gens de la haute société, les gens qui veulent sortir en boîte, qui veulent se faire voir, ils ont des Porsche, ils ont ça, ils ont... Attendez, c'est pas des petits gamins, ils savent ce qu'ils font, mais ces gens-là, très peu prennent de l'ecstasy. L'ecstasy, c'est mortel, hein. Les amphétamines, c'est dégoûtant, c'est mortel. Non, la cocaïne, c'est... je vais pas dire le terme, mais la cocaïne qui se vend aujourd'hui, c'est plusieurs poisons à la fois. C'est là la différence. Moi, je leur ai fourni de la vraie cocaïne, pure. Donc c'est un mal, mais c'est un moindre mal par rapport à ce que ces gens-là achètent à côté. Voilà. Pourquoi une repentance? Et puis apparemment, j'ai fait le bonheur de tous ces gens-là. C'est vrai que les conséquences sont désastreuses, je le reconnais, je le dis, je le redirai toujours. Elles sont désastreuses. Mais après, que voulez-vous faire? Les gens, ils veulent prendre. Hein. S'ils prennent, c'est parce qu'il y a un malaise dans notre société, vous ne croyez pas? C'est qu'il y a un problème quelque part. Soit qu'ils sont trop actifs, alors il leur faut de la coke pour tenir le coup. Les chauffeurs routiers, ils ont besoin. On leur demande de faire des trajets de je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Ils sont fatigués, les mecs, ils ont besoin de coke. Et les présidents aussi. Travaillent beaucoup, c'est dur, ils ont besoin de coke. Certains ministres, tous ces gens-là, ils ont besoin. Aujourd'hui, c'est presque un besoin, la cocaïne. Mais c'est déplorable. C'est déplorable parce que cette drogue-là qu'on prend un peu à la légère, elle est en train de pourrir notre société. Gravement. Dealer du tout Paris, eh bien, le fournisseur des stars parle, et il parlait aujourd'hui sur TV Liberté. Merci Gérard Fauré. Il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir.
infâme sur le beat. Oublie pas les pare-balles, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis. Plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes. Pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela. Au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace. Comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks. On est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme ces fious, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieu donné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon mastad derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face au malin et toutes ses combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther. Pas un guignol marketing, le Black Panther, Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y'a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.